Bonjour à vous tous, amis bricoleurs jardiniers. J'ai semé l'année dernière du maïs doux, riche en sucre, que l'on mange directement comme ça sur la plante. Et comme il est riche en sucre, ce sucre-là, en séchant, va faire des grains fripés. Et j'ai planté aussi du maïs plus classique, à farine, avec des grains qui sont remplis et qui sont bien dodus. Et comme j'avais planté mon maïs en ligne, on m'a dit que si le vent venait de travers, le pollen n'arriverait jamais sur les épis. Du coup, j'ai pris le pollen d'en haut et j'ai badigeonné sur la partie femelle. Du coup, j'ai forcé un petit peu les croisements sans le vouloir et j'ai obtenu du grain multicolore, plutôt dodu, avec des grains à farine. Je vais planter donc ces grains colorés dodus dans l'idée d'en faire de la farine. C'est parti. Voilà, et advienne que pourra. Bah, c'est incroyable, toutes les graines ont germé. Il n'y a pas une graine qui n'a pas germé. On voit, c'est régulier, droit, propre. Allez, poussez, poussez. Le maïs atteint par endroits 1 mètre de hauteur. C'est le moment pour moi de planter les haricots qui vont amener de l'azote dans le sol grâce à leurs racines et qui vont se servir du maïs comme tuteur. Il est temps pour moi de planter des courges rampantes dont les feuilles vont couvrir le sol pour garder l'humidité. Et la courge bénéficiera des grands maïs car les maïs vont faire de l'ombre à la courge qui souvent souffre des trop fortes chaleurs. Voilà. Alors, il était pas bon mon maïs, hein? Là, les beaux haricots, la bonne grosse récolte du père, et là il y a les bonnes courges, hein? Pour l'hiver, allez. Ou c'est moi qui suis très petit, mais en tout cas, ouais, ils font bien 2,50, 2,80 sans problème. Les fleurs mâles sont en train d'arriver, on voit là-haut un petit peu de pollen qui sort et qui va féconder l'épi qui arrive ici avec la partie femelle. Du coup, il faudra à un moment que les grains de pollen tombent sur cette partie femelle pour qu'on ait des graines, des beaux épis. Ben voilà, nous sommes fin août, ça a l'air de bien se passer. Les maïs, il y en a quelques-uns qui ont dégénéré, je vais peut-être penser une maladie. Il y a des plantes qui n'ont pas d'épis, il y a des plantes qui ont plusieurs épis. Je me réjouis de voir ça, ça va être pas mal. Les haricots, ben finalement ils ont mis un peu de temps mais ils sont en train de monter haut. Là il y a même des feuilles jusqu'à là-haut avec des fleurs, donc c'est très sympa aussi. Et puis les courges, là il y a une fleur qui c'est une fleur mâle, on voit, puis ça grimpe, et puis il y en a jusqu'à ici là. Du coup je pense que ça va s'étendre un petit peu avec un peu de retard, donc ça se passe bien, je suis super content. J'espère qu'il ne fera pas trop moche mois de septembre et octobre. Yes! Alors ça, c'est un joli épi de maïs, sauf que de l'autre côté, voilà, il a été boulotté par un rongeur quelconque. On pourrait croire que mes maïs sont jolis, mais en fait ils ont été mangés. En voici un qui a été bien grignoté. Derrière, pareil. Celui-là, pareil. Alors, j'en ai tellement marre de me faire manger des maïs, je vais poser un piège. Alors piège type trappe, voilà. Comment fonctionne ce piège? J'ai mis au fond du maïs. Là, l'animal vient ici et s'il marche ici, ça lève la trappe et hop, voilà, ça l'enferme. C'est un piège pour l'attraper vivant, comme ça s'il y a un chat qui vient, on pourra le sauver. Et là je vais le camoufler dans des fans de maïs pour que l'animal il n'ait pas l'impression que c'est un piège. Voilà. Ah bah si, le piège s'est refermé, dis donc. Je sais pas ce qu'il y a dedans là. Ça bouge? Ah ça bouge. Ah. Une petite souris. Ah, c'est un rouge-gorge. Bon bah je vais relâcher. Bon vent rouge-gorge et moi j'ai remis le piège au cas où j'attrape autre chose. Quel animal se cache là-dedans? Voyons voir. Ouh,
C'est un rat. Et ben voilà. Eh, la gourmandise, c'est un vilain défaut. Oula, mais tu fais du bruit. Eh oui, tu regrettes. Tu regrettes d'avoir mangé mes maïs? Bah oui, bah moi aussi je regrette que tu aies mangé mes maïs. Mais il fallait y penser plus tôt. Hein? Il fallait pas manger mon maïs et pas dans la cage. Allez, un beau spécimen. Celui-là, il a mangé en entier. Celui-là, il avait commencé en dehors du champ, puis il est en train de le finir dans la cage. Eh ben super, voilà. Ça reste un animal extrêmement intelligent, parce que ça fait plus de 10 jours que j'essaie d'en attraper un, sans succès. Et je pense qu'il y en a pas mal d'autres. L'heure est au bilan et à la récolte, parce qu'on est en novembre, il va bientôt faire froid. C'est des haricots qui sont pas tout à fait mûrs, mais je vais quand même les ramasser. J'ai 3 Lady Godiva qui ont poussé, une là et une là-bas. Voilà. Donc il y a une centaine d'épis qui sont quasiment parfaits, même s'ils sont grignotés sur le bout. Il y a une vingtaine d'épis qui ont immatures, donc qui ont certainement fleuri trop tard. Donc il y a juste 1 ou 2 petits grains qui ont été fécondés. Là il y a une bonne vingtaine d'épis, il reste quasiment rien, qui ont été complètement mangés, puis c'était des gros épis par les rongeurs. Et là j'ai une dizaine d'épis qui ont moisi ou germé sur place. Je ne sais pas pourquoi, certainement parce que ça a été mangé sur le haut, du coup l'humidité s'est infiltrée dans l'épi. Et après, ça a germé. Voilà, c'est le premier bilan. Pas mal pour un épi semé. En attendant que mes épis de maïs sèchent, j'ai coupé les tiges. Je les ai mises à l'abri pour les faire sécher. Et ça servira tout au long de l'année comme litière pour lapins quand ils auront fini de se faire les dents dessus. Car bien évidemment, ils préfèrent largement les fans de haricots. Et en échange, je prendrai les crottes de lapin pour les remettre sur le terrain, histoire d'équilibrer un petit peu les imports-exports. Dehors, c'est plutôt humide avec la neige et les bouquets de maïs ont eu du mal à sécher complètement. Du coup, j'en ai rentré quelques-uns pour qu'ils finissent de sécher. En une semaine, on voit qu'ils sont très secs. Alors, pour faire de la polenta, il va falloir que je les pile. Mais j'ai pas envie de les piler à la manière des Africains, malheureusement, parce que j'ai pas le matériel. Par contre, vu que je peux moudre avec un moulin à café du café, pourquoi je peux pas moudre du maïs avec? Vu que c'est du gros grain à peu près similaire. Donc, oh, ça marche. Ouais, si, c'est sympa. Il faudra voir la cuisson, mais bon. Moi je trouve que c'est un peu laborieux, parce que ça fait mal aux mains, puis ça pince les cuisses. Bon ça marche, hein, mais je crois que je vais le mécaniser. Voilà, donc ça c'est un moteur d'essuie-glace de voiture en 12 volts, classique. Et j'ai acheté une petite roue dentée. Voilà. Que j'ai taraudé et qu'on va pouvoir visser dessus. Voilà, après, je dévisse comme ça. Une petite chaîne que j'ai placée comme ceci.
Et je vais mettre des rondelles, comme ceci là, hop. Et moi. Génial! Du coup, j'avais déjà mis une prise en 12 volts. C'est pas mince. A priori, ce qui se passe, c'est que le moteur, au démarrage, il prend tellement que lui, il croit qu'il y a un court-circuit. Que le régulateur, il croit qu'il y a un court-circuit, il coupe. Du coup, je vais le brancher directement sur la batterie. Parce que là, la prise, voilà. Il relance et il croit qu'il y a un court-circuit, donc il coupe. Voilà. Une sécurité qui est pas mal en cas de court-circuit, ça évite que ça chauffe. C'est bon, là-bas. On va le laisser ouvert, on voit que ça tourne. 26. Là. Et la batterie, elle est à 2,2 volts. Voilà. Donc on va voir en combien de temps j'arrive à se moudre ces 50 grammes. Si le moteur chauffe pas trop, et puis combien de temps ça va prendre. Et je vais mesurer ici ce que ça donne. Et sinon voilà, c'est à 2,7. On va dire 3 pour les calculs. 3 x 12, 36 volts, 36 watts. Donc le moteur là, il consomme 36 watts sur la batterie. Ce qui n'est pas énorme. Voilà. Et la batterie est toujours à 12,1. Bon, je vais faire une petite pause pour expliquer une ou deux choses. Est-ce que c'est dangereux d'avoir une batterie ici à côté d'un lit? Ça dépend à quoi on la recharge. Alors, ici en l'occurrence c'est un petit panneau de 10 watts. 10 watts, il ne va rien se passer avec cette batterie là, jamais. Voilà. Une batterie de 65 ampères comme celle-là de voiture est capable d'absorber jusqu'à 10% de sa puissance. Du coup 65 ampères heure, 10% ça fait 6,5 ampères x 12, ça fait à peu près 80 watts. Donc je peux envoyer 80 watts dans cette batterie, c'est son mode de fonctionnement normal, elle ne va pas chauffer, elle ne va pas faire des bulles, il ne va rien se passer. Là en l'occurrence, c'est pas 6,5 ampères que j'envoie, c'est plutôt 0,65 ampères, donc encore 10 fois moins. Donc il ne va jamais rien se passer, je pourrais la laisser des jours et des jours avec 10 watts entrée dedans, donc 0,6 ampères, il ne se passera jamais rien avec cette batterie là, sauf si on la perce. Bien évidemment, mais c'est comme tout le reste, si on perce un accu de téléphone, il y aura des soucis même plus conséquents que si je perce cet accu là. Voilà. Petite parenthèse pour éviter aux gens de s'affoler qu'il y ait une batterie en tête de lit. Voilà. Allez. Voilà, bon c'est la fin. C'est quasiment fini. Il est 2h53, donc presque une demi-heure. Et je vais éteindre. Voilà, la batterie était à 11,9. Et là, elle est de nouveau à 12 volts. Donc 12,1. Donc on l'a perdu, on va dire, entre 1 et 2 dixièmes de volts. Il faut tourner ça. Le moteur, il est assez chaud, mais bon, c'est fait pour être assez chaud aussi. Je pensais que ça irait plus vite. Alors là, ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, et là, c'est plein. Allez, je vais aller le cuisiner. Éteindre les lumières. Et voilà. Bon, j'ai gagné un petit peu en volume, mais pas beaucoup. Avec une pincée de sel. Hein. Comme c'est du maïs doux, riche en sucre, et que le sucre est beaucoup plus soluble dans l'eau que l'amidon, j'ai mis qu'un volume d'eau
pour un volume de polenta. Parce que si j'en mets trop, ben, il faudra remuer longtemps. Une jolie couleur, c'est violet. Il faut faire la polenta avec du maïs doux, mais il faut vraiment mettre très peu d'eau. Voilà. Donc au bout de 3-4 minutes, voilà, j'obtiens quelque chose qui se tient. Donc je vais arrêter, hop. Bon, ça a l'air d'avoir marché, reste qu'à la goûter, et en attendant, j'aimerais bien la comparer avec un épi comme ça, du maïs à bestiaux, pour voir s'il y a des différences. Voilà, on est à peu près pareil, c'est reparti. Et du coup, ça a pris 2 fois moins de temps là, quasiment, on a à peine plus d'un quart d'heure. Puis le truc est bien plein, donc c'est... Et celle-là est 2 fois plus grosse, j'ai mis 2 fois plus d'eau, mais sinon c'est la même quantité de maïs. Alors ça. Et celle-là. Ça n'a pas du tout le même goût. C'est différent. Il y a peut-être un peu plus de peau à l'intérieur, mais c'est plus sucré. Et là, c'est vraiment de la polenta classique. Hein. Et bien voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous aurez aimé. Conclusion, avoir le choix de manger ou de conserver du maïs que j'ai produit dans mon propre petit jardin, c'est quelque chose qui m'amène beaucoup de satisfaction. Pouvoir le moudre pour en faire de la polenta d'une manière plutôt rigolote à voir que physiquement difficile à faire, c'est quelque chose qui me convient aussi relativement bien, sachant qu'un épi moyen de maïs permet de préparer à peu près un demi-kilo de polenta. Ça en fait une grosse réserve de nourriture. Sauf que moi, tout le maïs que j'ai récolté, c'est des maïs doux. Alors on peut faire de la polenta avec, on l'a vu, mais c'est pas le meilleur maïs pour faire de la polenta. Alors si vous savez où se procurer des semences libres de droit et reproductibles de variétés particulièrement adaptées à cette culture, qu'on appelle aussi la milpa ou la culture des 3 sœurs, maïs, courges et haricots, ben soyez sympa, vous le notez dans les commentaires et je pense que ça va intéresser pas mal de petits jardiniers dont je fais partie. Et surtout, si vous avez des petits conseils pour bien réussir sa milpa, ben ça m'intéresse aussi. Allez, à suivre.